pourquoi y a-t-il de la frustration? De comprendre pourquoi il y a des frustrés. C'est facile à comprendre. C'est toute la littérature de Houellebecq est extrêmement intéressante sur ce sujet-là. Houellebecq nous dit, regardez ce qui s'est passé avec mai 68, on a libéralisé totalement les comportements, on a cru qu'on allait faire la révolution, puis finalement pas du tout, on a laissé une espèce de liberté générale et généralisée en disant, allez, comme on dit dans mon coin, au plus fort la push. Allez-y. Si vous êtes jeune, beau, riche, sexuellement performant, etc., c'est formidable, le libéralisme. Vous avez des proies, et Houellebecq dit, c'est mort aux faibles. Si vous n'êtes pas jeune, pas beau, si vous n'êtes pas très riche, comment vous allez faire sur le terrain sexuel? Ça va pas marcher pour vous. Vous allez voir à la télévision des exemples de gens performants en tout et qui vont avoir un bonheur absolu, de l'argent, de la puissance, des richesses, les voitures, les honneurs, tout, la puissance. On se dit, moi je ne suis pas ça. Je fais quoi? Eh bien, je deviens frustré. Et la littérature de Michel Houellebecq met en scène les frustrés du libéralisme. Et nous sommes nombreux, je ne veux pas dire qu'il y a des frustrés, des gens qui ne le sont pas, tout le monde est frustré. Parce que nous ne pouvons pas réaliser tous nos désirs et que nous sommes dans une civilisation qui nous fait désirer plus encore. Parce que si vous désirez, vous consommez. Si vous consommez, vous dépensez. Si vous dépensez, vous faites marcher la machine libérale et vous faites fonctionner le capitalisme. Donc on vous fait désirer des choses. On fait désirer des objets, on vous fait désirer des choses, des voitures, des maisons, des statuts sociaux, on vous fait désirer le nouveau téléphone. Et puis après, on vous dira, mais il faut les payer ces choses. Vous avez les moyens de vous acheter ça, vous avez les moyens de vous acheter ça. Vous dites, ah non, j'ai pas les moyens. Je fais comment? Ben, vous êtes frustré. Et comme on est dans une civilisation qui nous invite à ne pas frustrer les enfants, parce que les enfants sont devenus des enfants rois, ils sont fantastiques, merveilleux, formidables, ils barbouillent, mais c'est du Picasso, c'est formidable, ils crient un petit peu, ils chantonnent, ils disent n'importe quoi, c'est formidable, c'est du Boulez. Enfin, donc on a cette espèce de façon d'imaginer qu'il ne faut pas frustrer les enfants, il ne faut pas frustrer les adultes, il ne faut pas leur dire non. Donc on dit, eh bien, débrouille-toi. Ce qui fait que vous avez des gens qui disent, ben moi je prends. Après tout, vous me faites désirer des objets qui coûtent cher, je n'ai pas d'argent, vous ne me donnez pas de travail, vous ne me payez pas grand-chose, bah, je vais le voler. Je vais voler un portable, je vais voler des camions, je vais braquer des banques, après tout, pourquoi pas. Il y a une espèce d'intolérance à la frustration qui fait effectivement qu'on est dans une société, dans une civilisation qui crée des frustrations. Parce que la frustration, ils estiment qu'elle est motrice, et que si vous êtes frustré, vous allez faire ce qu'il faut pour aller au-delà de la frustration, et vous allez pouvoir satisfaire votre désir tout de même. Alors certains ne se frustrent pas parce qu'ils s'endettent, et puis voilà, ils sont endettés parce qu'ils veulent une maison, ils veulent une voiture plus puissante que celle du voisin, ils veulent ceci, ils veulent cela, et il y a un moment donné où il n'empêche que vous ne pouvez pas tout avoir. Si vous ne travaillez pas sur vos désirs et que vous laissez faire la totalité de vos désirs, alors les désirs vont vous emporter et vous serez frustré. Donc le philosophe ne peut pas justifier la frustration, mais il peut la comprendre. On peut dire, ben oui, comment on fait quand... j'allais dire, on a la tête de Houellebecq et qu'on n'a pas son talent. Donc vous voyez bien que il y a des frustrations qui peuvent arriver d'un côté. Vous n'avez pas le physique de l'emploi pour faire le dragueur ou le séducteur impénitent, mais en même temps vous pouvez plaire parce que vous avez beaucoup d'argent. Le dernier Eddie Barclay avait beaucoup de succès avec les femmes et des très jeunes femmes. Donc on voit bien effectivement qu'il y a des moyens de passer outre la frustration, mais que si on est éduqué dans une civilisation qui est intolérante à la frustration et qui vous dit ne soyez frustré en rien, et l'idéologie issue de mai 68, ne cède jamais sur ton désir, jouis sans entrave. Jouir sans entrave, ça veut dire qu'on prend ce qu'on veut quand on veut, comme on veut, même si ça doit se payer du déplaisir d'autrui. Donc je pense qu'on ne doit pas justifier le déplaisir du taureau, pour y revenir, ou le déplaisir du chien, simplement parce qu'on est dans l'intolérance à la frustration. Je suis frustré, et je vais faire payer ma frustration à un tiers. Ah non. Bonjour à tous. Vous venez d'entendre un petit passage d'un documentaire de Michel Onfray qui nous parle de la société de consommation et ses frustrations. Là, dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire un bref historique de cette fameuse société, du moins comment on en est arrivé à ce stade de la société de consommation. Le 19e siècle avait connu un développement assez important dans le domaine des sciences et des technologies. Par exemple, l'invention de la machine à vapeur stimulera la révolution industrielle de l'Europe, en permettant à des entreprises artisanales de produire des produits manufacturiers en plus grande quantité. Le principe de fonctionnement de la machine à vapeur sera progressivement appliqué à la navigation et tous les navires qui s'en équipaient se débarrasseront progressivement du bois qui composait l'ossature et la couverture de leurs bateaux.
Les bateaux deviendront de plus en plus rapides et permettront de transporter beaucoup plus de marchandises à travers le monde. La vapeur intégrera entre autres les transports avec l'invention des locomotives, qui vont se mettre à transporter hommes et marchandises à travers toute l'Europe, puis ensuite à travers le monde. Par exemple, la conquête de l'Ouest américain se fera grâce à l'arrivée de la locomotive qui traversera le continent d'est en ouest, hein, afin d'aider au peuplement de l'Ouest américain. Et pendant que les moyens de production industrielle se développaient et que les moyens de transport accompagnaient ce progrès technologique, hein, on assistait dans un autre domaine de recherche au développement en parallèle de la découverte de l'électricité, qui conduira progressivement à la découverte de l'électromagnétisme. Pendant longtemps, l'électricité et le magnétisme avaient été considérés comme séparés. Elles semblaient n'avoir aucun rapport l'une avec l'autre. Ainsi, les Grecs avaient remarqué que des morceaux d'ambre frottés pouvaient attirer des corps légers, tels que des copeaux ou de la poussière. Un exemple de manifestation de la force électrostatique. De même, l'existence d'un minéral capable d'attirer le fer et d'autres minéraux, du moins métaux ferreux, la magnétite ou pierre d'aimant, elle était également connue depuis l'Antiquité, hein, et elle était vue comme un exemple de manifestation du magnétisme. Les observations faites au XIXe siècle par certains chercheurs autodidactes, hein, Aragon, Ørsted, Ampère et Faraday, nous conduiront progressivement à envisager que les forces électriques et magnétiques pouvaient être en fait unifiées. Et en reprenant toutes ces observations et découvertes, Maxwell proposera dès l'année 1860 une théorie générale de l'électromagnétisme classique qui posera les fondements de la théorie moderne. Mais bon, cette théorie a été élaborée grâce à l'observation de plusieurs personnes. Par exemple, en 1809, François Arago, lors d'un voyage forcé en Algérie, rapportera qu'un navire génois qui faisait route pour Marseille fut frappé par la foudre, à peu de distance d'Alger, que les aiguilles de boussole firent toute une demi-révolution. Là, on commençait à envisager alors qu'il existait probablement un lien entre l'électricité et le magnétisme. En 1820, le Danois Hans Ørsted remarquera qu'un fil rectiligne parcouru par un courant continu déviait l'aiguille d'une boussole placée à proximité. Et en 1831, Michael Faraday étudiera le comportement d'un courant dans un champ magnétique. Et il va s'apercevoir que celui-ci pouvait produire du travail mécanique. Ørsted avait découvert qu'un courant électrique produisait un champ magnétique et Faraday, lui, découvre qu'un champ magnétique engendrait un courant électrique. Il finit par découvrir ainsi le principe du moteur électrique, hein, et donc la conversion du travail mécanique en énergie électrique, inventant ainsi la génératrice de courant. Désormais, nos sociétés pouvaient produire de l'électricité hein, grâce à des génératrices de courant. Hein. L'industrie délaissera progressivement la puissance de la vapeur pour se tourner vers le système des moteurs électriques. Et la découverte de l'électricité nous conduira progressivement vers cette nouvelle technologie qu'on appelle l'électronique. La technique de circulation des électrons était en fait née en 1904 en Angleterre, dans le laboratoire de John Fleming. Fleming faisait des recherches en vue de contrôler la circulation des électrons, hein, mais il était confronté à un problème. Que ce soit dans l'air ou dans un fil, les électrons se heurtaient souvent à de nombreux obstacles, comme par exemple des atomes de gaz. Il va imaginer alors un dispositif assez ingénieux hein, qui allait devenir le premier composant électronique, c'était la diode. C'est un peu ce que vous voyez à l'image là. Dans une ampoule de verre, il plaça un filament de métal en face d'une plaque d'un autre métal. Ensuite, pour éviter tout obstacle aux électrons, il fera le vide absolu dans l'ampoule. En faisant passer un courant électrique dans le filament, ce dernier chauffe. Si la plaque qui lui fait face est chargée négativement, alors les électrons du filament sont repoussés et le courant ne passe plus. Et au contraire, si la plaque est chargée positivement, les électrons sont attirés et le courant passe. En 1907, la diode sera améliorée, en plaçant entre le filament et la plaque une petite grille de contrôle. En chargeant plus ou moins négativement la grille, on va ainsi pouvoir contrôler avec une plus grande précision le flux d'électrons attirés par la plaque. C'était la naissance de la triode. Diodes, triodes et autres tubes à vide régneront jusqu'à la fin des années 50, mais les appareils électroniques ainsi réalisés étaient assez énormes, hein, coûtaient très cher et surtout marchaient très très mal.
Ces milliers de tubes reliés par des kilomètres de câbles tombaient souvent en panne. Le problème des pannes sera finalement résolu en 1948 par deux chercheurs américains qui vont découvrir un nouveau composant, hein, le transistor. Dans un transistor, le déplacement des électrons ne se fait pas, du moins ne se fait plus dans le vide, mais dans un matériau solide très particulier, un semi-conducteur, hein, qui en général était composé de cristaux de silicium. Ces cristaux avaient en effet la particularité d'être assez peu ou pas conducteurs de courant à température ambiante et de devenir d'excellents conducteurs au fur et à mesure que leur température augmentait. Les premiers transistors avaient une taille voisine du centimètre, hein, ce qui est un progrès incroyable quand on voit les tubes à vide qui pouvaient atteindre 5 voire 9 cm de haut. 10 ans plus tard, les transistors ne faisaient plus que 4 mm de longueur, hein. Aujourd'hui, les transistors utilisés sont de la taille de quelques atomes, hein, et puis ça va continuer à diminuer, hein. À partir de cet instant, l'électronique se développera à une vitesse fulgurante en inondant nos sociétés d'appareils électroniques de tout genre. Avec l'invention de la télévision, des ordinateurs, des téléphones portables. Tous ces appareils seront la résultante de tous ces progrès électroniques. L'électronique nous fera progressivement entrer dans une société de consommation qui deviendra avec le temps une société de frustration pour des millions d'individus à travers le monde. Cette frustration s'explique par le fait que le progrès technologique produit sans cesse de nouveaux produits et que chaque individu veut sans cesse obtenir le nouveau iPhone que l'autre a acheté. Et pour tous ceux qui n'ont plus les moyens financiers pour suivre cette course à la consommation, ils en deviennent tellement frustrés qu'ils essaient d'obtenir ces produits de consommation par tous les moyens, voire le vol. Ce progrès technologique qui produit toujours plus en perfectionnant sans cesse, hein, les anciens modèles d'appareils, finit par engendrer une insatisfaction permanente, hein, qui nous poussera à vouloir acheter toujours plus, ce qui va constituer le moteur principal de la croissance économique de nos sociétés, hein. La richesse de nos sociétés et la disponibilité en énergie abondante et bon marché finira par favoriser le développement et l'utilisation de technologies permettant un confort matériel assez important. Il y a un système de santé qui va réduire d'année en année à presque rien la mortalité infantile, ce qui va allonger logiquement la durée de vie de chacun d'entre nous, hein. Ce qui nécessairement, comme j'ai dit dans une autre vidéo, augmentera sensiblement le nombre d'individus sur notre planète. Le bienfait que nous procure le progrès technologique imposera probablement dans le futur de limiter fortement notre reproduction, faute de quoi la Terre se retrouvera surpeuplée. Certes, la démographie avait commencé à chuter assez fortement depuis les années 50 en Europe, mais elle n'est toujours pas suffisante, car dans le même temps, la planète a vu son nombre d'habitants atteindre les 7 milliards d'individus. Vous vous rendez compte, 7 milliards d'individus, et ça continue à monter, c'est-à-dire la population mondiale augmente de 82 millions d'habitants par an. À ce rythme, je pense qu'on va bientôt avoir de gros problèmes. La société de consommation est un ordre social et économique qui permet à la classe ouvrière et à un plus grand nombre d'individus d'accéder aux biens de consommation. Et le patronat de nous dire, cessons de vendre trop cher les biens que nos classes ouvrières fabriquent pour nous. Cela nous permettra d'étendre notre marché et donc de gagner toujours plus, mais aussi d'éviter les révoltes. Cette société de consommation fait la fortune d'une oligarchie, hein, qui est déjà très riche, hein. Vous me direz, c'est cela le principe du capitalisme, hein, que de permettre à des personnes ayant déjà un gros capital de continuer à capitaliser encore plus sur le travail de ceux qui n'ont rien à part leur force de travail à vendre. C'est ainsi que des millions de personnes et de ménages avaient fini par accéder à ce qu'on a appelé le confort matériel que leur donnait la société de consommation. Chacun d'entre nous désormais possède une machine à laver, un four, un téléviseur, une planche à repasser, une voiture, un ordinateur, un téléphone portable, etc. etc. C'est un luxe qui enrichit encore plus notre oligarchie, finalement. À partir de cet instant, notre système de consommation a dû s'adapter à l'évolution de l'acquisition des biens matériels par les ménages
pour les pousser à consommer encore plus. Nos industriels avaient assez rapidement remarqué qu'il deviendrait impossible de continuer à vendre des produits que tout le monde avait déjà. Ils ont alors développé la politique de l'obsolescence programmée. C'est-à-dire on fabrique des produits électroniques dont le temps de vie des pièces est très très court. Et ainsi, au bout de quelques années, les ménages reviennent acheter une autre machine. Et nos gouvernements qui ne cessent de nous dire qu'il faut relancer la consommation pour maintenir l'activité industrielle du pays et de ce fait le bon fonctionnement de l'économie. Avec un tel raisonnement, on va droit dans le mur de toute façon. Les industriels fabriquent toujours plus de produits qu'ils entassent dans leurs entrepôts et pour essayer de les vendre à des ménages qui les possèdent déjà. Les iPhones sont l'exemple typique de cette fuite en avant. Vous avez un téléphone qui fonctionne très bien, mais le nouveau iPhone vient de sortir. La surmédiatisation qui en sera faite boostera une nouvelle fois les ventes et des gens qui possédaient le iPhone 5 vont se ruer dans les magasins pour acheter le nouveau iPhone 6 qui technologiquement parlant n'est plus évolué. Il n'est pas plus évolué que le précédent, mis à part quelques petites applications supplémentaires et une légère augmentation de la capacité de la mémoire. C'est très bien de surmédiatiser ce genre de produit, mais le problème c'est que voilà, vous poussez les gens à acheter toujours beaucoup plus, toujours plus. Ils achètent des produits, les produits qu'ils ont déjà. Certains ont des iPhone 5, mais ils achètent le iPhone 6 parce que c'est la mode. Alors que le iPhone 5 fonctionne toujours. Ils s'en débarrassent, ils les revendent ou du gaspillage. C'est vraiment du gaspillage. Prenez l'exemple du passage à la TNT. Vous vous souvenez, la télévision numérique terrestre. La grande majorité des ménages se sont débarrassés de leur téléviseur cathodique pour acheter des écrans plats avec la TNT intégrée. Le problème avec les écrans plats, c'est que beaucoup de pièces électroniques qui sont à l'intérieur ont une espérance de vie beaucoup moindre que nos anciens téléviseurs cathodiques. Donc au bout de quelques années, le téléviseur il tombe en panne. Ce qui n'était pas le cas des anciens téléviseurs à tube cathodique. Et certaines des pièces qui sont fabriquées à l'intérieur de ces téléviseurs sont conçues pour durer que quelques années. Et ça, c'est une politique délibérée faite par nos industriels pour nous inciter à acheter beaucoup plus souvent nos appareils. Parce que s'ils se mettaient à nous vendre des appareils comme dans le temps qui perduraient 10, 20, 15, 20, 30, 40 ans, je pense que leur business s'écroulerait rapidement. Bon, maintenant, je vais vous faire montrer un petit bref extrait de ce que c'est que l'obsolescence programmée. Voici Marcos, de Barcelone. Mais ce pourrait être n'importe qui, n'importe où. Il va être confronté à une situation qui se produit tous les jours dans des bureaux et des foyers partout dans le monde. Une pièce de l'imprimante ne fonctionne plus. Le fabricant dirige Marcos vers le service après-vente. El meu tècnic fa un diagnòstic previ, pero aquest diagnòstic ja són 15 euros més IVA. Seguramente será difícil encontrar las piezas para poder repararla. Realment, reparar-la no li surt molt a compte. Que reparar-la parlem d'uns 110, 120 euros. Tiene siempre esa... Voilà, dans ce petit extrait de quelques secondes, on nous explique que tous nos appareils électroniques, que ce soit téléviseur, imprimante, ordinateur, téléphone portable, tout ce que vous avez en électronique, tablette numérique,
sont conçus de manière à tomber en panne au bout de quelques années. C'est un accord fait entre les industriels pour nous pousser à acheter beaucoup plus d'appareils. Dans le temps, les imprimantes pouvaient durer beaucoup plus longtemps, mais là, on fait des pièces qui s'arrêtent au bout de 2-3 ans. Et c'est fait exprès. C'est même pas pour le design ou... non, non, c'est fait exprès pour que la machine tombe en panne à une date bien précise. Par exemple, une imprimante, au bout de 10 000 feuilles, vous avez un composant électronique qui s'arrêtera. Et vous avez d'autres imprimantes, au bout de 20 000 feuilles, vous avez un composant électronique qui s'arrêtera automatiquement. Et ça, c'est fait exprès. Alors qu'en réalité, tous ces appareils peuvent très bien continuer à marcher s'il n'y avait pas ces pièces programmées pour s'arrêter à une date bien précise. Et bien ça, les industriels ont lancé l'obsolescence programmée pour pouvoir vendre leurs produits. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ils savent très bien que les ménages vont posséder assez rapidement tous ces appareils. Donc pour inciter ces mêmes ménages à acheter de nouveaux appareils, eh ben, on fabrique des appareils qui tombent en panne au bout de quelques années. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée.